Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Belle semaine à toutes et à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Sans plus tarder, voici les grandes lignes. Martin Fayoulou séjourne dans le Kasaï depuis le week-end dernier. Question de redynamiser son parti politique et SIDEI. Les journalistes peuvent-ils passer une journée sans utiliser les papiers? Une question posée à un professionnel de médias à l'issue de la journée mondiale sans papier. Les détails, c'est dans un instant. Bonsoir et encore une fois bienvenue. Commençons ce journal avec cette information. Après la réunion virtuelle tenue le 31 octobre dernier, le président Félix Tshisekedi a participé à la conclusion des travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de l'Afrique australe SADC tenu le week-end dernier à Luanda en Angola. Plusieurs chefs d'État ont pris part à ces sommets. Suivez. C'est à Luanda, en République d'Angola, que le chef d'État des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont retrouvés après une rencontre en visioconférence pour la tenue du sommet extraordinaire qui s'est apaisanti sous la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi 4 novembre en début d'après-midi dans la capitale angolaise où il a pris part aux côtés de ses pairs à ses assises de la SADC. Au total, 12 pays membres de la communauté étaient représentés à ces sommets. En toile de fond de cette rencontre de haut niveau, la situation sécuritaire ainsi que le déploiement dans la partie est de la RDC de la mission de la SADC, la SAMI d'IRC. Des sujets qui tombent à point nommé pour la RDC qui attend le déploiement des troupes de la SADC au moment où les forces de la communauté d'Afrique de l'Est se préparent à quitter le territoire national le 8 décembre prochain. Le sommet a exprimé sa préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC et à la reprise signalée des attaques et de l'occupation du territoire par le M23 en violation du cessez-le-feu. Le sommet a fourni des orientations stratégiques sur le déploiement de la mission de la SADC en RDC dans le but de restaurer la paix et la sécurité dans le pays. Le sommet a félicité les États membres ayant consenti des efforts supplémentaires en faveur du déploiement de la mission de la SADC en République démocratique du Congo. Le sommet a salué les efforts déployés par son Excellence M. John Manuel González Lorenzo en tant que facilitateur désigné par l'Union africaine afin de rétablir la paix dans l'est de la RDC. Dans le communiqué final, le sommet extraordinaire de la SADC a aussi encouragé le président angolais João Lourenço à poursuivre sa mission de facilitation dans le cadre du processus de paix de Luanda. En bilatéral, avant de quitter Luanda, le président de la République a eu quelques entretiens, notamment avec son homologue angolais qui l'a succédé au mois d'août dernier à la tête de la SADC. Et puis le gouvernement a reçu l'instruction d'accompagner et de soutenir le Front judiciaire international engagé dans le cadre des crimes et violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je vous propose d'écouter l'extrait du compte rendu du porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Dans la partie est de la République démocratique du Congo, dans la situation particulière d'agression que connaît notre pays dans sa partie orientale, notamment par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23, il est clairement établi que plusieurs crimes graves, odieux et crapuleux sont perpétrés contre nos populations civiles. La destruction et les pillages de notre faune, de notre flore et de nos richesses, et ce, en violation des règles fondamentales du droit international humanitaire et du droit international de droits de l'homme. Revenant sur sa communication au segment de haut niveau
de la 52e session du Conseil des droits de l'homme le 27 février 2023 à Genève, le président de la République avait pris l'engagement de rompre le sceau de l'impunité en rassurant que l'ensemble de ces crimes graves ne resteront pas impunis et que leurs auteurs ne pourront jamais trouver de sanctuaire, encore moins d'excuses, pour répondre de leurs responsabilités. C'est dans cet ordre qu'il a insisté sur la nécessité de considérer avec urgence un nombre d'initiatives prises à cette fin, notamment l'institution sous l'autorité de la ministre d'État, ministre de la Justice, d'une task force chargée de coordonner les initiatives d'enquête et des poursuites des auteurs de crimes graves à l'international devant les juridictions internationales, la signature à Kinshasa entre la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux et les procureurs de la Cour pénale internationale du mémorandum de coopération en marge de sa visite dans notre pays, la participation de nos plénipotentiaires à la conférence diplomatique de Ljubljana en Slovénie pour négocier et adopter une convention, internationale multilatérale sur la coopération en matière d'enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Je vous le disais en titre présidentiel 2023, à quelques jours du début de la campagne électorale, Martin Fayulu est en tournée dans le Kasaï. Le week-end dernier, il s'est rendu à Chikapa et à Kananga où il a tenu un meeting le dimanche au terrain du collège Saint-Pédis. C'est le samedi 4 novembre que le candidat président de la République, Martin Fayulu Madidi, s'est rendu dans la province du Kasaï. Tout d'abord, à Chikapa, chef-lieu de la dite province, dans le cadre de la redynamisation de son parti politique, Engagement pour la citoyenneté et le développement ICD. Où il avait prévu tenir un meeting, malheureusement sur place, le cortège de ces derniers a été attaqué par les individus identifiés comme le partisan d'un parti politique. Le même week-end, les dimanches, les présidents de l'ICD, Martin Fayulu et toute la délégation de son parti s'y sont rendus à Kananga pour la deuxième étape de sa tournée dans cette province. À Kananga, Martin Fayulu a tenu un meeting le même dimanche et a prêché l'unité et la cohésion nationale. Dans cette ville, les éléments de la police ont maîtrisé la sécurité du candidat président Martin Fayulu. Et le même dimanche, dans la soirée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a condamné les actes de violence perpétrés contre Martin Fayulu Madidi à Chikapa. Et dans un autre chapitre organisé le samedi 4 novembre 2023 au chapiteau impérial Strong à Gombe, le congrès des l'UDPS Kibasa, après le vote à l'unanimité des membres du congrès venus de toute la République, reconduit Augustin Kibasa à la tête du parti et sera secondé par 4 vice-présidents. Ce congrès s'est dit prêt à soutenir la candidature de Félix Tshisekedi Tshilombo. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS Kibasa va soutenir la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle prévue en décembre prochain. La décision a été votée à l'unanimité le week-end dernier lors du congrès du parti à Kinshasa. S'agissant du candidat de notre parti à la magistrature suprême, l'UDPS Kibasa soutient alors fortement la candidature de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Le président national du parti Augustin Kibasa a salué les choix du congrès qui se justifient selon lui par les réalisations de Félix Tshisekedi au cours de son mandat mais aussi par les soutiens qu'il a toujours apporté à l'UDPS Kibasa. Je me sens sincèrement honoré par la confiance réitérée en ma personne afin de présider de nouveau à la destinée de notre cher et beau parti. C'est ici l'occasion pour moi d'assurer à tous et à chacun, cadres et combattants, que je ne ménagerai aucun effort pour servir le parti avec abnégation et dignité afin d'honorer la mémoire de nos vaillants et valeureux pères fondateurs et en particulier notre mentor, je citais, Frédéric Kibasa Maliba.
je veillerai à ce que les valeurs que vous avez défendues pendant votre noble lutte soient chéries et pérennisées. Je me ferai le devoir d'être cette sentinelle vigilante, afin que le parti demeure sur les fondements que vous avez bâtis au prix des grands sacrifices. Au regard de son leadership, de l'amour sans faille pour la République, l'UDPS Kibasa réuni en congrès ordinaire réitère son choix de candidat à la magistrature suprême en la personne de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Delton. Notons que l'IDPS Kibasa a aligné 188 candidatures à la députation nationale et plus de 300 à la députation provinciale à travers le pays, mais aussi plus de 300 autres candidatures aux élections municipales et locales. Un mot de santé dans cette édition. Le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Olen Serge Emmanuel, avait, au nom de son titulaire, coupé le ruban qui symbolise l'inauguration de l'usine de production d'oxygène médical à l'hôpital général de référence de Bonzola, dans la ville de Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Yves Maëli. Au nom de son titulaire, les vice-ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Serge Emmanuel Olen, a procédé le week-end dernier à la cérémonie d'inauguration d'une usine de production d'oxygène médical à l'hôpital général de référence de Bonzola en Mbujimaï. Nous sommes dans la province du Kasaï oriental. Après la coupure du ruban, les vices de Roger Kamba a visité tour à tour les différents locaux de cette usine. Dans son discours des circonstances, le vice-ministre de la Santé s'est dit honoré à procéder à l'inauguration de cette usine qui contribue à la matérialisation de la couverture santé universelle avant de rappeler les pertes en vies humaines causées par l'absence de l'oxygène lors de la différentes vagues de Covid-19 dans ce coin de la République. Je suis très fier et très content d'être ici pour des raisons qui tiennent à l'inauguration de cette magnifique réalisation qui est l'usine de production d'oxygène médical. Parce qu'elle représente pour notre pays, en termes d'ambition, celle de la matérialisation de la couverture santé universelle, vision chère au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais commencer par revenir sur un passé récent, surtout lors de la troisième vague de la Covid-19 en RDC, par le variant Delta. Cette province du Kasaï oriental a connu autour de 2500 cas par semaine et un taux d'occupation de lits estimé à 95%. La sévérité du variant Delta, les difficultés en ce qui concerne la disponibilité de l'oxygène en cette période-là, c'est-à-dire autour du 13 mai 2021, ont constitué les facteurs majeurs qui expliquent le taux de létalité de 3,3% à cette période-là. Le numéro 2 de la santé en République démocratique du Congo a profité à cette occasion pour remercier le partenaire ayant financé la réhabilitation de cette usine qui va permettre d'améliorer la qualité de prise en charge dans cette province. Toujours en santé, plus de 37 cas suspects atteints de la maladie virale monkeypox, appelée aussi variole de singe, dont 3 décès déjà enregistrés dans la province du Kwilu. Cependant, 8 zones de santé de cette province sont touchées par cette maladie. Yves Maël revient. Le chef de la division provinciale de la santé dans la province du Kwilu, Jean-Pierre Basseki, a relevé que plus de 37 cas suspects de la variole virale de singe appelée monkeypox, dont 3 décès ont été enregistrés depuis fin août dernier dans au moins 8 zones de santé sur les 24 qui comptent cette province. Le chef de la division provinciale s'est dit inquiet particulièrement pour la zone de santé de Bagata, qui selon lui ont enregistré un taux de létalité très élevé. Il y a eu 7 cas dont 3 sont décédés. Il estime par ailleurs que c'est un taux d'attaque
très élevé qui va au-delà des 40%. Pour minimiser les taux de contamination, cette autorité sanitaire a exhorté la population à ne pas consommer la viande d'animaux trouvés morts ni touchés à leur cadavre. L'actualité, c'est aussi que la planète Terre célèbre les 6 novembre de chaque année la journée mondiale sans papier dans l'objectif de sensibiliser le monde à l'impact écologique que nos actions peuvent avoir sur l'environnement ainsi qu'à réduire la quantité du papier que nous produisons chaque jour au travail et à la maison en lançant un défi aux entreprises et aux particuliers n'est pas en utiliser pendant 24 heures. Roger Matadi. Dans un monde où la déforestation galopante et l'empreinte environnementale de l'industrie papetière suscitent une inquiétude croissante, la journée mondiale sans papier célébrée le 6 novembre de chaque année prend une ampleur significative. En cette ère numérique, l'initiative vise à sensibiliser le grand public ainsi que les professionnels sur l'importance de réduire la consommation des papiers, symbole d'une ère révolue. À la question de savoir si possible que les journalistes passent une journée sans utiliser le papier, Jason Mbo, journaliste indépendant, répond. Déjà, merci d'abord pour la question. Et déjà dans nos rédactions, étant que journalistes, nous utilisons toujours des papiers pour écrire. Alors, une journée sans papier, je ne sais pas comment ou bien quel est le contexte de cette journée. Parce qu'un journaliste, passer toute une journée sans utiliser un papier, c'est vraiment difficile. Même pas un journaliste. Comment le banque va fonctionner sans papier? Comment le secrétariat va fonctionner sans papier? Une journée sans papier, je ne sais pas, c'est juste une interpellation et par rapport à la protection de la nature et tout. Ne pas utiliser un papier pour une journée, vraiment dans tous les cas, dans toutes les structures, c'est difficile dans différents secteurs. Notons que cette journée met un appel à l'action pour entreprises et individus et interpelle sur notre consommation de papier et nous invite aussi à envisager un futur plus vert. Quittant la RDC pour le Ghana, le parti au pouvoir du Ghana a désigné l'actuel vice-président Mahamoudou Bawumia comme candidat à l'élection présidentielle de 2024 qu'il espère faire succéder au chef de l'État sortant Nana Akufo qui est à la tête du pays depuis 2017. Regardez. Mahamadou Bawumia, l'actuel vice-président du Ghana, a été désigné samedi candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle de 2024, à l'issue des primaires de sa formation, le nouveau parti patriotique. L'importance de cette victoire ne m'échappe pas. Je suis reconnaissant et très heureux. Mahamadou Bawumia, économiste de formation, tentera de succéder fin 2024 à Nana Akufo-Addo qui arrive à la fin de son second et dernier mandat. Vous m'avez fait un honneur que je ne pourrai jamais oublier. Et vous m'avez permis de servir le parti. Et à travers lui, j'ai également pu servir le peuple ghanéen. J'ai fait de mon mieux, mais il me reste encore une tâche à accomplir. Et c'est avec toute ma force, toute mon énergie, que je vais aider le nouveau porte-drapeau, Mahamadou Bawumia, à gagner l'élection de 2024. Face à lui, Bawumia retrouvera John Dramani Mahama, ex-chef d'État battu par l'actuel président lors des 2 scrutins précédents et déjà candidat officiel du Congrès national démocratique. Voilà, ce journal est terminé. Prenons à présent les rappels de grandes lignes. Martin Fayoulou séjourne dans le Kasaï depuis le week-end dernier. Question de redynamiser son parti politique SID. Comme promis, vous l'avez suivi dans ce journal, que les journalistes peuvent-ils passer une journée sans utiliser les papiers? Une question posée à un professionnel de médias qui vous a donné ses réponses. Vous avez sans doute compris que ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention soutenue. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.
journal vous a été offert par le FPI. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.